Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Un chapitre se clôt, une page se tourne, et voilà maintenant un nouveau personnage qui fait son apparition, alors que la Coterie des Murmures célèbre ses réussites récentes. Nous accueillons Pauline, qui incarnera Olivia. Leurs chemins ne tarderont pas à se croiser. Cela fait quelques jours seulement qu'Olivia Greco est arrivée à Chicago. Elle vient de New York, mais ses racines remontent profondément jusqu'en Italie, et plus précisément Venise. Olivia n'est pas n'importe qui. Elle fait partie de la famille Giovanni, la terrible lignée de descendants connue pour étreindre au sein du même arbre généalogique depuis le Moyen-Âge. Ce clan indépendant n'a pas mis les pieds dans la ville des vents depuis bien des années. Une brouille avec le prince Lodin ayant contraint Lorenzo Putanecka, qui était alors le padrone local, à abandonner tout ce qu'il avait commencé à bâtir à Chicago. Si Olivia est là, c'est qu'on l'y a contrainte. Elle a gaffé, et c'est là le sort qu'ont conçu pour elle ceux qui ne voyaient dans son étreinte qu'un caprice du maître de Little Italy, Donatello Giovanni. Ce soir, Olivia s'installe à Chicago pour de bon. Elle a demandé à rencontrer le prince de la ville pour officiellement lui demander son autorisation de séjourner sur son domaine. La famille l'a chargée d'y développer à nouveau les affaires des Giovanni, seule et sans soutien, si ce n'est celui de Silvio, un cousin mortel qui travaille pour Ludwig de Capone, comme beaucoup d'autres mafiosi de la ville. Lorsqu'elle a demandé audience au prince, Olivia s'est vue répondre que celui-ci était fort occupé, mais qu'il avait été averti qu'elle allait se présenter. Une place pour le Lyric Opera de Chicago lui a été alors livrée par coursier, une invitation pour une représentation privée du prologue de l'Anneau des Nibelungen de Wagner devant être joué dans cette magnifique salle de spectacle qui fait office d'Elysium. Les descendants au goût raffiné aiment ainsi à profiter de leurs privilèges, leur influence leur permettant ce que bien des mortels même fortunés ne pourraient ne serait-ce qu'imaginer. Comment Olivia s'est-elle vêtue pour sa rencontre avec le prince, et qu'a-t-elle en tête alors qu'elle arrive à l'opéra? Elle a essayé de s'habiller un peu classe quand même par rapport à d'habitude. J'aime bien le par rapport à d'habitude. Ouais, mais d'habitude faut se salir les mains, du coup on met pas un costard quoi. Non, elle a mis un petit tailleur pantalon. Elle met jamais de jupe ou de robe et donc elle essaie de faire classe sur elle, un petit pantalon de costume, chemise et une veste qui est un peu trop grande pour elle parce qu'elle sait pas choisir les vestes. Donc elle essaye d'avoir l'air classe et de bien présenter pour se présenter au cire et que ça se passe bien. Elle est un peu nerveuse parce qu'elle sait qu'on l'a envoyée sur une mission compliquée et elle espère ne pas tout ruiner. C'est un peu parce qu'elle a ruiné des affaires qu'elle a fini dans cette situation, donc elle espère pouvoir rattraper le coup et pas faire de faux pas dès le départ. Ce serait dommage de ruiner les affaires 2 fois de suite. Quand même aussi. Lorsqu'elle arrive à l'opéra, celui-ci n'est animé que par quelques membres du personnel qui tiennent l'entrée. Il s'agit de simples mortels, avertis que de riches donateurs de l'opéra assisteraient ce soir à une représentation privée. Aussi, ils se montrent particulièrement polis et prévenants. Quelques autres spectateurs sont encore dans le hall lorsqu'on indique à Olivia la marche à suivre pour se rendre à la place qui lui a été attribuée. Une place en plein centre du premier balcon, juste au niveau de la rambarde. Quand elle passe la porte à double battant qui mène au balcon, elle se retrouve immédiatement nez à nez avec 2 hommes de main en costume noir. L'un d'eux l'interpelle. « Votre ticket, madame ?» Du coup, je le cherche nerveusement dans la poche de ma veste, dans la poche de mon pantalon, et je le sors, il est un peu froissé. Donc je me dis que déjà, je fais pas super bonne impression, mais j'avais pas pensé à tout, et du coup, je tends mon ticket en essayant de garder quand même une confiance. L'autre garde du corps va s'en saisir, un petit peu circonspect face à l'état de celui-ci, et va le vérifier. Finalement, les deux semblent s'apaiser et le premier qui t'a interpellé va te dire « Vous pouvez y aller, il vous attend ». Le garde du corps désigne alors derrière lui, un peu plus loin, un jeune homme blond installé dans son fauteuil face à la salle encore presque vide. Il paraît grand, maigre, mais surtout très fortuné, à en croire son costume taillé sur mesure, dont les coutures tombent parfaitement sur ses épaules.
Olivia a déjà eu l'occasion de voir un paquet de beaux costumes dans le milieu de la pègre de New York. Et celui-ci doit certainement valoir une petite fortune. Il fait milieu de vingtaine à peu près, assez jeune, assez maigre, l'air assez serein pour le moment. Il fixe la scène encore vite pour le moment. Comment abordes-tu le prince ? Je m'approche doucement. Voilà, j'essaye de pas faire trop de bruit ni imposer ma présence et je me pose, je me tiens derrière lui, légèrement en retrait quand même, dans le coin de son champ de vision, pour attendre qu'il me remarque et qu'il m'adresse la parole. Autour de toi, tu peux remarquer qu'il n'y a aucune autre personne qui soit installée à ce niveau de l'opéra. Dans le public, les gens sont plutôt sur le parterre en ce moment. Et le prince est visiblement réservé le balcon à lui tout seul. Je commence un petit peu à transpirer au niveau du dos, tu vois. J'ai la pression, quoi. Quand il se rend compte de la présence d'Olivia, Lodin va finalement lui adresser la parole, mais sans même la regarder. Comptez-vous attendre encore longtemps debout ? J'ai affaire. Mon prince, je ne souhaitais pas vous déranger dans des pensées que j'estimais être plus importantes que ma simple présence. Installez-vous. Très bien. Je m'installe. Je m'assieds, j'essaye de rester droite, de pas m'avachir, comme d'habitude. Et du coup, je lui dis, je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Et j'attends. Il croise les doigts avec ses coudes posés sur les accoudoirs de son siège. Tu peux remarquer à sa main qu'il porte une chevalière, visiblement en argent, en or blanc peut-être. En tout cas, celle-ci représente les armoiries du clan Ventroux. On peut y voir un glaive qui traverse un sceptre. Ok, ouais. Ouais, du coup, je savais déjà le clan auquel il appartenait avant d'arriver. Oui, c'est un des princes les plus connus et on t'avait vite fait briefer sur le fait que voilà, c'est un prince Ouais. relativement ancien, c'est-à-dire qu'il a plus de 100 ans, ça c'est sûr. Donc ça commence déjà à être un descendant ancien et puissant, même si les plus anciens sont bien plus forts et bien plus vieux. En tout cas, que c'est un Ventroux qui a pris le contrôle de la ville et qu'il dirige celle-ci en ayant un nombre d'enfants particulièrement important. C'est très très rare qu'un descendant ait autant d'enfants. Lui, il en a vraiment toute une fratrie en fait gigantesque et quasiment répartie dans tous les domaines les plus importants de la ville. Donc, que ça soit dans la pègre, dans les médias, dans les banques, chez les avocats. En tout cas, il a l'air d'avoir la main mise totale sur la société mortelle de Chicago. C'est donc quelqu'un avec beaucoup d'influence, même s'il n'est pas aussi puissant que les plus anciens de tous les clans. D'accord. Et du coup, il te dit, très bien, dans ce cas, j'attends vos présentations formelles. À qui ai-je l'honneur ? Qui êtes-vous ? Eh bien, je suis Olivia Greco du clan Giovanni et je suis ici sur ordre de mes supérieurs de New York afin de régler ce qu'il nous reste à régler ici et de faire place nette sans vous gêner, bien sûr. Vous n'avez pas nommé votre sire. Est-ce quelque chose dont vous avez honte ? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai été étreinte par Donatello Giovanni. Je vois, le capot de New York donc. Tout à fait. C'est intéressant qu'il souhaite ainsi envoyer son infante toute seule sur mon domaine. Il ne doit pas beaucoup tenir à vous. Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il souhaite aussi que je fasse mes preuves afin de pouvoir par la suite justifier les possibilités que je pourrais avoir dans la pègre de New York. Vous savez, les femmes ne sont pas toujours bien vues dans ces milieux-là. Certainement, j'imagine. En tout cas, je vous autorise à séjourner sur mon domaine. Cependant, gardez à l'esprit que je ne veux aucun problème de bride de mascarade lié à vos activités. Je sais que les vôtres avaient tendance à jouer un petit peu trop avec la mort, et je ne veux pas d'histoire de spectre, de mort-vivant ou de quoi que ce soit qui pourrait mettre en péril l'autorité que j'ai sur la ville. Cela va de soi, mon prince. Je n'ai pas pour projet de briser la mascarade ou de m'interposer dans quelque affaire qui puisse être de votre juridiction. Que puis-je attendre de vous ? Eh bien, ma foi, ma discrétion tout d'abord, et bien sûr, si vous avez besoin
de mes compétences ou d'autres pour vous aider, je serais fort obligée. Et je commençais vraiment à suer du dos, à me tortiller sur mon siège. J'essaye vraiment d'essayer de dire ce qu'il attend, mais je sais pas du tout ce qu'il attend. Du coup, je suis oui, bien sûr. Ben voilà. Il hoche la tête et dit « Très bien, je saurai m'en rappeler. Faites attention cependant. Les anarques ont joué des tours à bien des personnes ces derniers temps. Et je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Après tout, les accords de votre clan ne tiennent qu'avec la Camarilla, pas avec eux. » C'est vrai, mon prince, je ne l'oublierai pas. Soudain, les lumières commencent à se tamiser. On s'apprête à débuter la représentation du prologue du cycle épique, la légende de l'or du Rhin. Lodin replace son regard en direction de la scène, alors que le rideau commence à se lever, et il ne dit rien de plus que « Vous pouvez disposer, je n'ai plus de temps à vous consacrer. » Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous souhaite une bonne représentation. Et puis je m'en vais à moitié en reculant, en essayant de pas lui tourner le dos. Et une fois que je suis vraiment plus dans son champ de vision, je me retourne et j'essaye, tu vois, de me tenir droite, de faire bonne figure pour repasser la porte. Mais clairement, je suis en sueur, quoi.